On accompagne toutes les initiatives autour de l'éducation aux images. Moi, je préfère le mot cinéma, j'y tiens encore beaucoup. Même quand on s'intéresse à des formes nouvelles comme le numérique, vers lequel on va de plus en plus. Et de dire que c'est toujours du cinéma, que quand on monte des images, quand on filme et qu'on les met dans ce qu'on appelle un montage, eh ben, ça peut produire du cinéma. Mais ce qui produit le cinéma, c'est tout un ensemble de choses. C'est le fait de dire que derrière, il y a un regard, qu'il y a une pensée, qu'il y a un point de vue, et puis qu'il y a un montage qui fait qu'après, ce qu'on propose comme un récit, s'il est montré, diffusé et de surcroît en salle, eh bien, c'est ça qui crée un rapport entre la personne qui a créé le petit film et puis le spectateur qui va la recevoir. Moi, je suis Sabine Poutorti. Je suis donc la directrice de l'Institut de l'Image, qui est une salle de cinéma qui se trouve à l'intérieur de la Cité du Livre, donc dans un ensemble culturel où se trouve la bibliothèque Béjane et des associations qui ont pour vocation de mettre en œuvre l'animation culturelle du lieu. L'Institut de l'Image existe depuis 1989. Il a été créé par Emmanuel Ferrari, à l'époque où Aix était un peu à une avant-garde culturelle et dans un projet assez innovant. Au départ, il s'agissait de mettre en place des soirées thématiques dans un cinéma de centre-ville. Et puis quand le projet de la Cité du Livre a émergé, c'est-à-dire la réhabilitation de la manufacture des allumettes dans laquelle on se trouve là, eh bien, l'Institut de l'Image a emménagé ici, je dirais, et a bénéficié de la salle de cinéma. Enfin, au départ, ce n'était pas une salle de cinéma, et puis progressivement, on l'a transformée en une vraie salle de cinéma. Et donc l'association a été accueillie ici dans ce lieu. Donc il y a dès le départ une vocation culturelle qui était attachée à la programmation des films. Disons que c'est le travail quotidien, puisqu'on fait des séances tous les jours, donc des cycles, des rétrospectives tous les mois. Et après, alors, ce sont des choix qu'on fait en fonction de nos envies, donc toujours dans le but de faire découvrir l'histoire du cinéma à notre public. Mais ça peut aussi être des programmations qui résultent de demandes de partenariat, soit avec la bibliothèque, soit avec d'autres partenaires, d'autres associations, etc. Cinéphilie, il y a un amour du cinéma, il y a une passion, je pense, pour le cinéma. Ça, c'est un petit peu au cœur de notre métier. Et donc cette passion, on a envie de la partager. On a envie que ces films ils continuent à vivre. Et on a envie que toutes les générations partagent cette histoire, qu'elle ne soit pas perdue, noyée. Et je dirais d'autant plus parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de films qui sortent chaque semaine. Que bon, le cinéma se porte bien d'un certain côté, puisqu'il y a quand même une vivacité, beaucoup de films qui sont proposés, mais peut-être que ça crée un peu un oubli de ce qui a été fait avant. Surtout que la télévision ne joue plus tellement son rôle de reproposer des cycles. Donc je suis très attachée au fait qu'il existe encore des salles comme celle-ci qui puissent permettre aux gens de se faire une culture cinématographique. Aden Arabi. Eh bien, c'est lui, Aden Arabi. Oui, d'accord. Il a été par qui?
je préfère passer des films d'auteurs, du répertoire, patrimoine, tout ça, que des films pop-corn. Même si je peux aller voir des blockbusters aussi, hein, rarement mais je peux. Et moi je suis assez fier et content de cette programmation. Hein. Plutôt que de passer des films qui donnent du temps de cerveau disponible pour boire du coca et manger des pop-corn. Mais oui voilà, ça c'est bien. Plein d'exploitants qui font des propositions sur des restaurations de films, ce que propose la Cinémathèque à Paris. Du coup, des fois, il y a des choses qui se font, qui sont homogènes sur ces films-là du répertoire. Par exemple, à la rentrée, il va y avoir un cycle Fassbender parce qu'il y a eu des restaurations de films qui ont été faits, je crois, tout ça, quoi. Par exemple. Donc après, aussi, des fois, c'est des idées personnelles et des fois, c'est par rapport à ce métier-là de l'exploitation cinématographique de films d'auteur répertoire. On sait ce qui a cours à un moment donné et du coup on participe à ça. En recevant des notifications, des mails, des avis, des conseils de différents exploitants, de différents auteurs et du coup voilà, ça participe à ça. Nous, ensuite, on loue les copies à un distributeur. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a dans l'industrie du cinéma, il y a d'un côté les producteurs qui permettent aux réalisateurs de faire leur film. Une fois que le film est fait, il doit être vendu à un distributeur, qui est une sorte d'intermédiaire, qui lui tire des copies, fait de la publicité autour des films et propose ces films aux salles de cinéma. Donc même dans le domaine des vieux films, donc les films de répertoire, ça se passe comme ça. Donc nous, on traite directement avec les distributeurs. Donc quand on choisit de faire une rétrospective, on cherche, il y a tout un travail de recherche de où sont les copies, qui détient les droits et qui a des copies, quels sont les distributeurs. Est-ce que parfois on veut faire une rétrospective et on ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de films à notre disposition en location. On continue à projeter en pellicule. Nous avons toujours un projecteur 35 mm en cabine. Nous l'avons gardé, mais depuis que la diffusion maintenant se fait en numérique, avec un projecteur numérique, eh bien, un peu les deux. Donc, comme de plus en plus les films sont restaurés et numérisés, il nous arrive d'avoir des rétrospectives entières où ce ne sont que des copies numériques. Mais on continue quand on le peut et quand ça se présente à projeter des pellicules. Là par exemple sur ce cycle Un vent de liberté, on a, que je te dise pas de bêtises, je crois qu'on n'a pas de film en 35. Il y a des cycles où il y a à peu près un tiers des films en 35. Le ratio c'est ça, on va dire, c'est c'est peut-être maintenant, c'est 20-25% des films en 35, maximum. Mais on a encore des copies 35 mm qui viennent, donc on a encore un travail de montage. De film, de test, de chargement du projecteur analogique, 35 mm. Voilà, on a encore cette phase-là, ce côté-là du métier qui est actuel. Il y a toujours quelque chose de, beaucoup plus romantique dans la projection 35. Il y a le clac-clac-clac, tu entends la croix de Malte. La croix de Malte, c'est une partie du projecteur qui te fait passer ta pellicule du mouvement continu à un mouvement discontinu. Et donc ce clac-clac, ce bruit de défilement, tout ça, oui, ça, quand on a une certaine culture cinéphilique, effectivement, ça rappelle, ça renvoie à une histoire du cinéma, à des souvenirs, à des tournages, tout ça.
c'était L'Âge de glace 3, je crois, le premier film pour lequel les cinémas ont commencé à acheter des projecteurs numériques. Voilà. Et après ça s'est imposé en France parce que c'est l'État qui a payé l'installation, qui a payé les projecteurs numériques. Enfin l'État, c'est le CNC qui a payé. Ce qui fait que ça s'est très vite, le changement s'est très vite opéré. En un an, tous les projecteurs 35 mm ont disparu. Sauf dans les petites structures comme nous, qui font des films de répertoire, où on est obligé de garder la pellicule. C'est important parce que d'abord, c'est pas la même projection, c'est quand même une autre expérience, même si c'est subtil de voir la différence, mais quand même elle se voit. On est attaché à la matière, c'est tout un métier quand même, hein, qui quand même tend à disparaître avec l'arrivée du numérique. Après, c'est pas forcément que c'est important, c'est la possibilité de voir des films qui ne sont que en pellicule. Donc quand on peut les voir qu'en pellicule, nous on est content de pouvoir les montrer dans ce format-là. Mais on a suivi l'évolution, on n'a pas eu le choix. Je ne sais pas si ça disparaîtra complètement un jour, si ça va revenir, ça j'en sais rien. C'est symptomatique d'une époque, hein, que cette disparition, c'est d'abord pour réduire les coûts, parce qu'effectivement, tourner en pellicule, que ce soit le tournage ou à la projection, ça représente un coût. C'est plus cher, développement, tirage pour le tournage, transfert en numérique pour voir des rushs, tout ça. En projection, tu as le transport, tu as les coûts de location entre guillemets des pellicules, des copies ne sont pas les mêmes par rapport à quand c'est en disque dur. Et ouais, après c'est symptomatique dans le sens où on se dit que tout disparaît. On se demande si un jour on ne va pas revenir à la pellicule. Il y en a qui tournent encore en pellicule même au niveau amateur, qui ont envie, pour eux c'est important. On revient au vinyle par exemple aussi. Certains reviennent à l'analogique parce que le signal est meilleur, parce que... Bon maintenant c'est vrai que les projections numériques sont de bonne qualité, mais on dit qu'en tournage 35, on est encore... ou en projection avec une copie 35, on est en résolution, on est presque en 8K. Hein. Donc on est largement au-dessus qu'une projection en 2K ou en 4K. Sauf que la copie 35 mm s'abîme. Donc tu la passes une première fois, elle est parfaite, et au fil de sa durée de vie en cabine, elle va s'abîmer. Il y a un scintillement, il y a un côté un peu plus saccadé. Après, la pellicule, elle s'abîme au montage. Au montage, démontage, elle traîne, elle peut traîner. Donc souvent quand il y a des passages de bobine, pour un film qui a beaucoup été diffusé, ça se voit parce que quelques secondes avant, on commence à voir des petites rayures, des poussières sur l'image. Et là, on sait qu'il y a un scotch qui l'a placé. Après, elles peuvent se détériorer aussi s'il y a un mauvais chargement dans le projecteur, ça raye la pellicule. Ou un appareil qui est mal entretenu, ça peut faire des grosses rayures sur la pellicule qui peuvent être longues, des rayures vertes ou blanches. C'est important qu'on ait des lieux comme ça parce qu'il n'y en a plus. Parce que nous, on est un des derniers bastions au niveau du support aussi, mais peu importe, ça pour moi c'est peut-être moins important. Moi, un de mes plus grands plaisirs, c'est de voir une salle bien remplie, très mélangée, avec un public un peu diversifié, dans son allure encore une fois, parce que après je ne connais pas les gens, mais qui partagent, qui rient ensemble un même film. Et puis la notion de ce qu'on a instauré quand même beaucoup ici, c'est de débat après les films où on arrive à parler de cinéma, et je trouve qu'il y a des échanges parfois qui sont d'une profondeur quand même assez étonnante et inattendue. Ça c'est important d'être en configuration cinéma et de pouvoir voir ces films. Ouais, ça c'est bien. Pour ça, parce que comme disait Godard, au cinéma, devant la télé on baisse les yeux, au cinéma on lève la tête.